Alors, je vais vous présenter nos conférenciers. Yvan Pépin, qui est ici à ma droite, André-Lise Méthode. Je vais quand même leur donner, je vais vous les présenter formellement. Je leur donne quand même un 5 minutes chacun pour qu'ils mettent la table, qu'ils nous expliquent un peu leur processus. Je vous parlais de collaboration tout à l'heure. On va aborder, on le prend sous deux différents angles. Disons, le fiduciaire de régime de retraite, parce qu'Yvan a une longue carrière en tant que président de comité de retraite, vous le connaissez fort probablement. André-Lise Méthode, qui va avoir évidemment, qui est une investisseur direct, privé, de capital privé dans des entreprises de technologie verte. Alors, on a vraiment les deux angles complètement différents. Vous êtes les détenteurs d'actifs, on va mettre ça comme ça, troisième collaborateur. Je peux mettre le chapeau gestionnaire de portefeuille au besoin qu'un regard plus large sur l'investissement que l'investissement privé. Et on a Sonia qui s'est joint à nous, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a quand même le chapeau consultant, mais aussi légal. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous présente d'abord Yvan Pépin, ancien président du comité de retraite des employés de l'Université Laval. Il a été technicien en informatique pendant 30 ans à l'Université Laval, président du comité de retraite des employés et employés de l'Université Laval et membre du comité de placement des comités de retraite pendant 14 ans, membre du conseil général de la FTQ pour le secteur universitaire pendant 3 ans, membre du conseil général du SCFP pour le secteur universitaire pendant 4 ans, vice-président du conseil provincial du secteur universitaire du SCFP, membre du comité paritaire des assurances collectives au SEUL, qui est le syndicat des employés de l'Université Laval pendant 6 ans, et membre indépendant représentant le monde du travail au conseil d'administration de la RAMQ pendant 4 ans. Bonjour Yvan. Bonjour. Et à travers toutes ces fonctions-là, il y a eu un rôle, ou en tout cas, disons, un chantier très important, et c'est de ça dont tu vas nous parler, l'évolution, en fait, de toute cette intégration de l'investissement responsable. C'est pas simple, parce qu'en plus, à l'Université Laval, il y a plusieurs comités, plusieurs régimes, comme c'est le cas peut-être pour plusieurs d'entre vous. Alors, peut-être un peu nous dresser, là, en 5 minutes, un peu l'évolution de tout ça. Bien, merci beaucoup pour l'invitation de me sortir de ma retraite, qui est récente, d'octobre 2022. Ça me fait plaisir d'être là. Merci, Marie-Josée, tout ça, d'avoir pensé à un aîné, un jeune aîné. Je ne sais pas si c'est ça le terme, mais en tout cas, on va rentrer dans le sujet. Écoutez, c'est ça. Nous, au niveau des investissements responsables, ça ne date pas d'hier, c'est quand même récent. En 2014, on avait une politique, OK? Puis les premières choses qu'on a faites, c'est qu'on travaillait avec GIR, qui est le Groupe Investissement Responsable, pour exercer les droits de vote. On faisait ça, bon, puis tu sais, on recevait des rapports, ils votaient, tout ça. On avait de l'information, ça restait probablement plus au niveau du comité de placement, tout ça. Pour vous donner un petit peu ce que dit Sophie, c'est au régime de retraite de l'Université Laval, on a 4 régimes de retraite. 3 régimes de retraite à prestations déterminées, donc les professeurs, les professionnels, les employés de soutien, et un régime CD qui est pour les temporaires. Donc, ces 4 régimes de retraite-là ont une politique de placement différente, mais pour la politique en investissement responsable, on s'est regroupé au niveau de la fiducie où on investit avec, on a tous nos gestionnaires, tout ça qu'on choisit. La politique est commune pour les 4 régimes de retraite. Et ça datait de 2014, comme je disais. Donc là, en 2021, on s'est posé la question avec l'urgence climatique, ce qui se passe présentement, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est encore correct? Est-ce qu'on peut faire plus pour le volet climatique? C'était pas tout à fait couvert par les droits de vote, tout ça. C'était plus au niveau social, au niveau de la gouvernance des sociétés, tout ça. Donc, on s'est posé la question et il y a un comité qui a été créé. Le comité qui a été créé, il y avait 2 membres de chaque comité de retraite. Je vais prendre mes notes, là, parce que le groupe de travail qui a été formé, on était 2 membres par comité de retraite. On avait un membre du CA, parce que nous, c'est le CA qui gère le comité de placement, tout ça, puis la fiducie. On avait le directeur du bureau de la retraite, puis un membre de l'équipe placement qui s'occupe au bureau de la retraite de faire des placements, tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? On s'est comparé à d'autres. On a demandé des études. Même, on a demandé à Normandin Baudry de nous sortir des lignes directrices de ce qui se fait ailleurs puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, de plus. Donc, l'approche qui a été faite, nous autres, c'est ça s'articule sur des stratégies qui est 5 stratégies.
Donc, 3 étaient déjà là. Donc, la prise en compte des facteurs ESG dans le processus d'investissement pour nos gestionnaires. Donc, c'est important pour nous, là, nos gestionnaires, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'ils ont adhéré aux signataires des PRI, s'ils sont signataires des PRI. Là-dedans, on a quand même pas mal, je pense qu'on a 2 sur 26 gestionnaires ou 20 gestionnaires qui ne sont pas là-dedans, mais ce n'est pas des gestionnaires habituels. C'est style les infrastructures puis l'immobilier, donc c'est assez difficile de voir un petit peu ces gens-là. C'est des créneaux qui sont spéciaux. La deuxième chose, c'est la gestion des droits de vote qu'on faisait déjà qu'on continue à faire avec JR. L'engagement actionnarial, ça, c'est nouveau à intégrer. Donc, c'est nouveau, c'est de faire d'aller adhérer avec UNI, qui est un groupe qui est formé d'universités. Je pense qu'il y a 16 universités, quelque chose comme ça. Et on va intégrer ça pour aller plus faire des interventions au niveau des compagnies, puis des gestionnaires, pour qu'ils en fassent plus au niveau de l'investissement responsable, c'est-à-dire l'empreinte carbone, tout ça, qui améliore les conditions climatiques, là, qui s'intéressent à ça. Donc, c'est un peu ça. Et une chose qui est importante aussi, nous autres, on va aussi se pencher sur la mesure de notre empreinte carbone et devoir intégrer une réduction. Donc, ce qu'on a dit, c'est on veut un objectif de réduction jusqu'à 2030 d'environ 30 % de l'intensité de carbone par rapport aux indicateurs qu'on prend de 2018. C'est une bonne affaire à faire, mais en tout cas, on espère y arriver. La 5e, qui est bien importante, c'est la communication, la divulgation et la transparence. Donc, c'est de transmettre l'information du régime de retraite, ce qui n'était pas fait tout à fait, même pas dans les rapports annuels. C'était peut-être une phrase, quelque chose qu'on prenait en considération, les ESG, mais pas plus que ça. Là, ce qu'on veut, c'est mettre l'accent vraiment sur la communication. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce qu'on risque d'avoir des questions. Puis quand tu as des questions, tu dois les répondre, c'est pas une bonne affaire. Fait que ça, surtout avec ce qui se passe présentement, l'urgence climatique, je pense que c'est important de se pencher là-dessus. Et ça a donné une nouvelle politique, justement, pour les placements en investissement responsable qui vient d'être votée. D'ailleurs, la présidente Carole, qui est dans la salle, m'a dit que ça avait été voté il y a 2 semaines à peu près récemment. Alors, voilà. Donc, vraiment un engagement ferme quand même de voir, avec un résultat concret, de voir une réduction de l'ordre de 30 de l'empreinte carbone au sein du portefeuille. Oui, exactement. Très intéressant. Merci, Yvan. Puis on va revenir sur plein d'éléments tout à l'heure parce qu'évidemment, le thème, c'est l'heure est à la reddition de comptes. Donc, il va falloir bien comprendre comment on fait pour mesurer tout ça puis justement exiger à nos gestionnaires de rendre des comptes. Je me tourne maintenant vers André-Lise. Bonjour, André-Lise. Allô. Ça me fait plaisir de te retrouver. André-Lise a vraiment les deux mains dedans depuis très, très, très longtemps et donc connaît très, très bien tous ces enjeux de changement climatique par l'entreprise qu'elle a fondée, Cycle Capital. Je vais vous la présenter. André-Lise est la fondatrice, associée directeur de Cycle Capital. Elle possède plus de 25 ans d'expérience en capital de risque, en gestion et en ingénierie. Elle a fondé Cycle Capital, qui est un gestionnaire de fonds d'impact, qui est dans le fond la plus grande plateforme de technologie propre au Canada. À ce jour, Cycle Capital a plus d'1 demi-milliard de dollars sous gestion, avec 4 fonds en Amérique du Nord, un fonds en Chine, le Circular Innovation Fund, un fonds international en innovation circulaire en partenariat avec Demeter, qu'on dit, j'imagine, ainsi qu'un accélérateur, Cycle Momentum. En plus de siéger au conseil d'administration de sociétés en portefeuille, André-Lise est aussi membre du conseil d'administration de la Banque canadienne d'infrastructure, de l'Université Laval, de l'Institut de cardiologie de Montréal, du Musée Pointe-à-Calière. Elle est fondatrice et présidente du conseil d'administration de Cycle Momentum, cofondatrice de Switch, qui est l'Alliance pour une économie verte au Québec, et d'Ecotech, qui est la grappe de technologie propre au Québec. Elle est membre du conseil consultatif de Paris Fonds vert, du Task Force on Women in the Economy du gouvernement canadien et ambassadrice en technologie propre pour l'Investissement Québec. Elle a aussi siégé au conseil d'administration et au comité d'investissement pour technologie du développement durable du Canada. Non, mais quand je disais qu'elle avait les deux mains dedans, ça va, faut que j'explique pourquoi. C'est too much. Bref, André-Lise c'est pas fini. Elle a été nommée officière de l'Ordre du Québec pour toutes ces raisons.
et a reçu plusieurs distinctions, notamment le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des ingénieurs et la personnalité de l'année en gestion et en entrepreneuriat de la presse en 2020. Elle a une maîtrise en sciences de l'Université de Montréal, un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval et a aussi étudié des études physiques de l'atmosphère et climatologie. Bonjour André-Lise. Allô, ça va bien? Alors maintenant qu'on te connaît. Oui, merci beaucoup, mais je vais peut-être me présenter sous un autre angle. Je suis très honorée d'être devant vous et très émue. Cycle-Capital n'existerait pas sans la FTQ. Alors, permettez-moi de vous divulguer qui étaient mes 2 fées marraines au-dessus du berceau il y a 20 ans. Alors, ça prenait des gens assez perspicaces pour penser qu'une écologiste puis une féministe comme moi pouvait gérer de l'argent. Puis le faire avec des critères. Puis je vous ramène il y a 20 ans. Ce n'est pas il y a 5 ans, c'est il y a 20 ans. Alors, mes 2 fées marraines, que j'aime d'amour tous les 2, avec qui j'ai gardé des liens exceptionnels, c'est évidemment Jean-Guy Frenette, qui est un homme exceptionnel, qui m'a accompagné quand on a monté le premier fonds. Et vous comprendrez, pour aider à convaincre des gens à mettre un petit peu d'argent dans cette idée un peu folle il y a 20 ans, ça prenait quelqu'un, je dirais, d'assez déterminé. Alors, une des fées marraines, puis il n'aime pas beaucoup ça quand je dis une fée marraine, c'est Henri Massé. Henri Massé m'a pas mal tenu la main au départ, puis il m'a dit « Je pense que c'est intéressant, puis je suis prête à t'appuyer, puis Jean-Guy va t'aider. » Fait que moi, je suis très redevable à la FTQ pour plusieurs raisons. Mon père était membre de la FTQ pendant des années, c'est un ouvrier de la construction. Et je suis très redevable parce que sans cet appui-là, sans cette vision-là, je ne serais pas ici devant vous avec mes titres de comtesse, là. J'existe parce qu'il y a quelqu'un qui a existé avant moi, puis j'en dois une grosse à FTQ. Fait que je voudrais vous dire merci. Avant de vous parler de moi, je voudrais vous dire un immense merci et je vous serai toujours redevable. Donc, j'ai toujours une pensée extrêmement importante pour les travailleuses puis les travailleurs dans notre exercice d'investisseur en technologie. Donc, on va en parler un petit peu. On a 600 millions sous gestion, on vient de signer un grand fonds en innovation circulaire, recycler le plastique, etc. Mais tout ça, ça se fait avec des humains. Et dans nos critères, on essaie vraiment de regarder, oui, la progression des femmes, mais aussi les conditions dans lesquelles évoluent les travailleuses et les travailleurs. C'est pas facile, parce qu'on est un petit joueur au niveau mondial, mais on peut quand même poser des questions. Comme vous pouvez le faire dans les fonds de retraite. Souvent, moi, au début, tu sais, je viens d'un milieu bien ordinaire, j'étais bien impressionnée de poser des questions parce que je me disais, ils ne m'aimeront pas. Mais à la fin, j'ai découvert que de poser des questions, c'était d'être très, très intelligent. Fait qu'en fait, en santé au travail, sur les conditions de travailleurs-travailleuses, sur l'écologie, l'environnement, l'impact, quand on a le bon set de questions, on est capable de voir si on a la bonne personne devant nous. Parce qu'il y a des gens qui vont répondre aux questions de façon honnête, puis il y a des gens qui vont être malhonnêtes dans leurs réponses. C'est ça la réalité de l'ESG. Fait que pour vous brosser un tableau, je pense que la plus belle histoire que je peux vous raconter, c'est pas la nôtre, c'est une histoire d'une de nos entreprises. Alors, il y a quelques années, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Erex Énergie, qui a construit une petite usine qui prend les déchets du secteur forestier et qui fait du charbon de remplacement. Alors, ce charbon-là s'appelle le biocharbon. Et le biocharbon émet 80 % moins de gaz à effet de serre, avec une technologie québécoise. Et ce charbon-là, aujourd'hui, on le vend dans le monde pour remplacer le charbon, par exemple, à l'usine thermique de Paris, avec Suez. Maintenant, on est rendu à une autre étape où, avec la même technologie, on va être capable de produire du biochar, ça veut dire un amendement pour le sol, et on va même être capable de produire le remplacement de l'anthracite dans la production de l'acier. Actuellement, l'anthracite, on va la chercher dans des pays comme l'Ukraine ou la Russie ou en Chine, mais on pourrait le faire de façon circulaire grâce à cette technologie-là. On va annoncer bientôt un très grand projet à Port-Cartier. On travaille avec les joueurs de cette région-là. On travaille avec les forestières du secteur. Puis on va être capable de maintenir, mais aussi de revaloriser des jobs. Parce que c'est aussi ça la clé. Parce que les changements climatiques sans les travailleurs et les travailleuses, puis comme je dis souvent, les changements climatiques où on met de côté les travailleurs, travailleuses, puis le savoir-faire dans les technologies brunes,
Si on ne les amène pas dans le monde des technologies vertes, on est en train de faire 2 classes de personnes. Et ça, c'est inacceptable dans une transformation sociale. Donc, dans notre projet avec EREX, dans la région de Port-Cartier, on va maintenir des jobs en région, on va en ajouter, puis je tiens à vous dire que mes investisseurs vont faire beaucoup d'argent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est possible. Alors, juste vous donner une idée, dans une des entreprises qu'on a vendues récemment à un joueur, on l'a vendu quand même 1,4 milliard de dollars, puis on l'avait payé vingtaine de millions il y a 6 ans. Fait que moi, je pense sincèrement, puis je me suis battue contre ça depuis des années, mais aujourd'hui, je suis en train de récolter une partie de ma bataille et de celle de plusieurs joueurs dans l'écosystème mondial. Il y a moyen de faire bien, il y a moyen de faire respectueux, puis il y a encore moyen de livrer des rendements pour vos caisses de retraite, pour n'importe qui s'intéresse à l'investissement. Fait que mon engagement, puis je tiens encore à vous dire merci, c'est un engagement que j'avais pris auprès de Jean-Guy et Henri, bien, j'essaie de le continuer avec détermination, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un joueur un peu plus mondial, mais avec une très grande détermination pour le Québec, parce qu'il faut vraiment être conscient d'où on vient dans la vie pour faire les bonnes choses. Alors, c'est mon premier message pour vous. Merci, André-Lise. Et l'exemple de la mission, en fait, la mission de Cycle Capital, c'est de l'impact. Là, hein. C'est clairement un impact positif, environnemental, mais là, on a compris que tout est relié, environnemental, social, de gouvernance, tout va ensemble. Quand on parle d'intégration des facteurs ESG qu'on peut demander comme fiduciaire d'un régime de retraite, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va exiger automatiquement un impact positif ou qu'on va exiger d'exclure des secteurs d'activité. Comment vous avez fait cette réflexion-là, Yvan, de votre côté, pour déterminer vos lignes directrices, si on veut? Oui, mais c'est ça, dans le fond, c'est que c'est pas de partir et de dire demain matin, on n'investit plus dans le pétrole, cette affaire-là. Oui, peut-être le début, ça peut être ça, mais c'est d'y aller graduellement. C'est une transition aussi. Tu sais, c'est pas de 100 à 0 ou tout ça. C'est d'y aller intelligemment puis de se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? À quel niveau on peut le faire, puis à quelle vitesse on peut le faire? Parce que les investissements sont quand même importants. Il faut payer des rentes, puis tout ça. Puis, tu sais, nous, on n'a pas de pression. L'université a de la pression parce que l'université, elle, comme telle, a la fondation de l'université. Oui. Les étudiants font de la pression pour dire, bon, êtes-vous investi dans des choses de pétrole ou l'énergie tout ce qui fossile. est l'énergie fossile? Au niveau de DESG, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien, ils ont plus de pression. Nous, on est des régimes de retraite indépendants. L'Université Laval est là-dedans. On a moins de pression que l'université, mais on a quand même la conscience syndicale. On est des syndicats. On a quand même une conscience sociale. On a un rôle important à jouer à ce niveau-là, surtout au niveau climatique. On a des droits de vote à exercer. On a des choses à faire bouger, aller voir les compagnies, tout ça, au niveau de faire des interventions au niveau des gestionnaires. Donc, ça, c'est vraiment important. On est capable de faire des choses. Les caisses de retraite, là, il y a de l'argent là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'argent. Si tout le monde se met ensemble, on est capable de faire bouger les choses. Puis c'est une des choses qu'on peut faire. Donc, c'est un outil social qui est vraiment important. Nous, la caisse de retraite est quand même à 740 millions. La fiducie globale qui englobe toute la fiducie qui englobe tous les régimes de retraite à l'Université Laval, c'est quand même à peu près 3,3 milliards. Donc, c'est quand même des investissements qui sont vraiment importants et qui peuvent faire le changement au niveau social, au niveau des gouvernances des compagnies, au niveau aussi du changement climatique. Donc, il faut le prendre, ce pouvoir-là. On est capable de le faire. On n'est pas obligé d'être archi-milliardaire, comme des grosses compagnies, tout ça. On est capable. On a des choses qu'on peut faire socialement. On peut faire bouger les dirigeants qui ne veulent pas bouger. Donc, je trouve que c'est important de le faire et c'est la façon de le faire. Puis aussi de poser des questions aux gestionnaires, comme tu disais tantôt, Sophie, puis de le faire, pas gêner un petit peu, puis dire, regarde, on en pose des questions. Oui, on n'est pas des experts, mais il y a des choses que nos membres nous posent comme questions. Si on ne les pose pas les questions, on n'aura pas de réponse pour nos membres. Puis c'est important de faire la communication. Moi, j'ajouterais un point aussi là-dessus. On vient de vivre une expérience très transformatrice chez nous. L'Oréal, Paris, nous a confié 75 millions de dollars. On a levé un fonds d'à peu près 200 millions. C'est complètement dédié à l'économie circulaire, mais ils nous ont imposé des critères. Alors, on va dire 16 éléments qu'on suit, là, que ce soit les droits du travail, etc. En technologie, là, je ne suis pas en train de construire des usines, là. Je suis en train de développer des technologies, puis j'ai des critères. Mais la chose la plus extraordinaire qu'ils ont fait sur nous, puis qui a été un agent de transformation
profond pour notre équipe, c'est que nous, quand on fait très bien, on peut devenir pas mal riche. Hein? C'est de même que ça marche un gestionnaire. Puis on appelle ça le carried interest. Habituellement, quand vous passez un certain niveau de rendement, votre équipe va mettre pas mal d'argent dans ses poches. L'Oréal a dit, on aime bien l'idée, mais on va mettre un frein à ça. Il y a 30, mettons que vous avez 10 millions à partager entre vous, mais il va y avoir 30 de ce 10 millions-là qui va être évalué sur d'autres critères. Puis on va faire monitorer ça par une firme externe. Donc, vous nous dites que vous êtes un investisseur d'impact, on va le mesurer. C'est-tu vrai que vos technologies ont un impact sur le CO2? C'est-tu vrai que vous faites progresser les femmes? C'est en fait 3 critères sur lesquels notre équipe. Alors ça change la dynamique, parce que quand on a une conversation autour de la table... C'est plus juste sur le rendement. Là. Oui, Oui, le rendement est important parce qu'ils en veulent, mais il est balisé par l'autre performance. Alors, c'est très facile de mettre sur son site Internet « Je suis ESG, je suis Impact ». C'est un autre patente de dire « Si je ne fais pas les bons choix comme gestionnaire, bien, je vais avoir moins d'argent dans mes poches. » Puis je peux vous dire que la dynamique change autour de la table. Parce qu'avant, là, les gens d'Impact qui arrivaient après et disaient « Oui, puis tu organisé que ça fait d'un cause, là. » Là, on n'est plus là, là. On n'est plus là pantoute. On va-tu avoir vraiment de l'impact, là? Y a-t-il des femmes sur le conseil? On n'a pas regardé. Y a-t-il des femmes sur le conseil? Alors, ça, c'est en train de changer. Puis, malheureusement, tant aussi longtemps qu'on sera dans un monde capitaliste, bien, quand ça fera mal aux doigts financièrement aux gestionnaires, ils auront une meilleure approche. Fait que moi, je suis très militante pour qu'on change la façon de nous évaluer. Puis qu'on arrête de faire des communications, puis qu'on arrête de parler de vision, puis qu'on parle d'exécution. Puis l'exécution, bien, c'est dans nos poches. Fait que moi, je vous invite à être perspicace puis à pousser le bouchon un petit peu avec les gestionnaires comme moi. Alors, par exemple, quand le Fonds de solidarité investit chez nous, bien, il me pose ces questions-là. Puis l'équipe de Janie a bien raison de me poser ces questions-là parce que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Fait que on le voit en Europe, on le voit peu encore en Amérique, mais il va falloir que ça change. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, il y a des gens... Alors, par exemple, nous, notre Fonds d'innovation circulaire, il est classé SFDR 9. C'est vraiment très difficile, c'est un vrai niveau d'impact en Europe. Au Canada et aux États-Unis, on n'a pas encore ça. Mais il y a des gens qui ont dit SFDR 9, puis le shérif européen est venu vérifier s'il était vraiment SFDR 9. Mais peux-tu nous... Qu'est-ce que Oui, c'est exactement? C'est suivre des KPI, on appelle ça en français des KPI, des objectifs, les objectifs oui, de diminution de CO2, de progression des femmes, des déchets, protection de l'eau. Les KPI, mais c'est plusieurs critères oui, alors ils suivent objectifs ça. de développement durable? Oui, ça dépend des cas. Mais grosso modo, si on ne suit pas ça puis qu'on dit qu'on suit ça, bien, le shérif des autorités financières européennes peut nous dire « C'est terminé ici, vous n'êtes plus un fonds SFDR 9 ». Et on sait que la SEC américaine est en train de faire la même chose. Alors, moi, je pense que carotte, c'est le fun. Bâton, c'est nécessaire. Fait que faut discipliner les gestionnaires, comme moi, et les autres, surtout les autres. Arrêtez de faire de la publicité avec ça. Puis moi, je suis tannée de la vision. Ce qui m'intéresse, c'est l'exécution. Comment on le fait? On va se tromper, là. Ça ne sera pas parfait, mais au moins, on va l'essayer comme du monde. Voilà, d'où la reddition de compte dont on parle, mais plus que la reddition. Plus que la reddition. La reddition, c'est la façon de monitorer, mais c'est la façon dont on intervient. Quand j'ai 25 gars dans un sous-sol là, dans lequel j'ai investi qui font de la tech, puis je leur dis, bon, mais politique, ça se passe comme les femmes, la progression, le choix des stagiaires. Comment ça se passe ici? On a une toute autre conversation. Oui, imaginez quand c'est pas moi qui ai la conversation, mais c'est un financier de 26 ans chez nous. C'est très intéressant. Donc, les mentalités sont en train de changer. Je veux juste qu'on va faire un petit peu de théorie, là, les différents niveaux d'émissions de carbone. Parce que ça, c'est un enjeu, puis je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais on va parler du scope 1, scope 2, scope 3. Il y a différents niveaux. On pourrait avoir tendance à juger un gestionnaire qui est investi dans le secteur de l'énergie, à féliciter un qui n'est pas dans le secteur de l'énergie, alors qu'il va être investi dans d'autres secteurs où le transport est archi-polluant. Peut-être un petit peu d'éducation, André-Lise, veux-tu nous... Bien, très simplement. Très simplement, par ça, je suis curieuse de voir comment vous l'avez adressé à l'Université Laval. Très simplement, vous pouvez regarder l'entreprise elle-même, est-ce qu'elle fait les bonnes choses? Après ça, vous pouvez regarder son impact dans ses choix, puis après ça, vous pouvez regarder ses fournisseurs.
Là où le scope 3 est faible actuellement, c'est les fournisseurs. Alors, par exemple, mon entreprise fait tout ce qu'il faut, elle est super parfaite au Canada. Bon, par exemple, je vais prendre mon cas préféré ces temps-ci. On a une usine de batteries, c'est merveilleux, on fait des batteries électriques, on est en train de sauver l'environnement, mais on est en train d'exploiter des enfants. Ouais. Hein, ça ne marche pas en Afrique. Ça ne marche pas. Ça ne devrait pas marcher dans notre monde. On devrait, si on switch puis on est écologiste, on devrait intégrer les valeurs profondes de l'écologie qui intègrent les humains, parce que les humains, ils sont dans l'écologie. Alors ça fait comme pas partie de notre réflexion. Donc, scope 3, en changement climatique, c'est l'impact. Puis moi, j'avais coprésidé un groupe des Nations unies où on essayait d'avoir la même pensée, scope 1, scope 2, scope 3, pour les humains, pas juste pour les CO2. Parce que les conditions de travail sont déterminantes sur le prix à la fin, puis sur la vraie valeur de l'objet qu'on est en train de construire. Donc, il faut internaliser ça. On n'est pas rendu là, il faut pousser pour se rendre là. Yvan, ça a été abordé comment au sein du comité? Qu'est-ce que vous avez déterminé? Parce que là, c'est un grand chiffre, on veut réduire de 30 % mais qu'est-ce qu'on regarde spécifiquement? Bon, mais ça, c'est un vœu. Là. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis en chantier parce que la politique vient d'être sortie, justement. Okay. Fait que là, ça va être regarder tout ça. Donc, c'est d'évaluer, premièrement, nous autres, notre impact carbone avec la fiducie. Après, aller voir tous nos gestionnaires puis voir un petit peu eux autres, qu'est-ce qu'ils font. Prochaine étape. C'est ça, la prochaine étape. Mais on est au début, là. Okay. Mais quand même, on a la politique, puis ça va être fait dans la prochaine année, là. Parce que aussi, au niveau de la fiducie, tu as, oui, l'empreinte carbone de la fiducie, mais aussi chaque régime de retraite a sa politique d'investissement différente. Donc, c'est pas le même impact au niveau de l'empreinte carbone pour chaque régime de retraite. Donc, chaque régime de retraite va aussi avoir évalué son empreinte de carbone, puis on va tout regarder ça. Puis, on va aller voir aussi les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font vraiment, là. On va poser des questions, puis ça va être implanté un petit peu comme elle dit, là. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est bien beau, comme tu dis, de produire des batteries, mais en fin de compte, tu exploites des enfants dans les mines pour extraire la matière première. Le cobalt, la matière première, c'est pas mieux, là. Ouais, dans l'investissement éco-responsable, il y a tout. Il y a l'environnement, le social, puis il y a la gouvernance. Le social, c'est important. Les enfants, là, c'est pas fait de travailler dans des mines, là, en tout cas. C'est des choses comme ça qui fait que nous, on va aller de l'avant, puis on va faire travailler nos gestionnaires, on va poser des questions, comme on dit, puis il va falloir qu'il y ait des comptes qui soient rendus, parce que nous, on a des comptes à rendre aussi à nos membres. Puis comme je disais, dans nos assemblées annuelles, il n'y avait pas ce point-là. Il va falloir l'aborder, mettre au moins un espace pour discuter de ce qui a été fait concrètement cette année ou dans les dernières années au niveau des investissements responsables. Puis au niveau climatique, je pense qu'on va mettre un petit peu plus l'accent aussi là-dessus, parce que c'est vraiment important, puis c'est urgent. C'est urgent d'agir, puis tout ça. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, il y a un site web qu'on a pour les régimes de retraite. On n'en parle pas pantoute. Donc, il va y avoir de l'information qui va être diffusée aussi par là, où ce que les membres des syndicats qui contribuent au régime de retraite, d'aller voir, puis les retraités aussi, d'avoir l'information de ce qui est fait à ce niveau-là. Oui, parce que Mais la communication aux participants va être importante aussi. C'est un engagement supplémentaire de vouloir le faire. Très important. Oui. Bien là, André-Lise, merci. Tu m'as fait réaliser qu'il y a quelqu'un qui attend patiemment pour poser sa question. Puis je vous invite d'ailleurs à poser vos questions. Gênez-vous pas. Oui? Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-François Hainaut, je suis conseiller syndical au SCFP. J'ai une question pour les membres du panel qui concerne un peu la perception par rapport à la décision qu'on peut prendre pour faire des investissements là, respectant les normes là, écologie sociale et saine gestion. L'idée que j'ai en tête, puis c'est un peu l'écho que j'entends là, de mon confrère en avant quand il parle des motivations qui ont amené les décisions chez eux, c'est que de se diriger vers ce type d'investissement-là serait en quelque sorte un compromis qu'on fait. Un compromis du rendement versus des obligations sociales ou morales qu'on considère qu'on devrait vouloir, l'intérêt supérieur. Si on meurt tous à cause qu'on a scrappé l'ensemble de l'écologie de la planète dans 120 ans ou dans 50 ans, on n'est pas plus avancé. Donc, à un moment donné, il faut prendre ces décisions-là parce qu'on est mature. Mais, comme si c'était, on prend un risque ou on envisage la possibilité d'avoir des rendements inférieurs en contrepartie de prendre cette responsabilité sociale-là. Évidemment, Madame expliquait qu'il y a une multitude de placements qui peuvent être tout à fait intéressants par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu l'idée qu'on s'en fait. Quand on parle de dire, par exemple, sortir du pétrole ou des hydrocarbures tranquillement, ben ça donne une idée que si on ne part pas d'un coup sec, c'est peut-être parce qu'il
il y a un intérêt à continuer à investir dans les hydrocarbures. Donc, l'espèce de paradigme du compromis social versus la stricte arithmétique du rendement, comment casser ça un peu? C'est clair que, puis tout à l'heure, on entendait, l'objectif ultime d'un régime de retraite, c'est d'être capable de payer des rentes, Moi, je de veux répondre à ses obligations. Je veux répondre à ça. C'était comme ça il y a 10 ans. C'est plus comme ça. Parce que moi, je regarde, là, par exemple, là, des chiffres, mais répétez pas trop ça, là, mais chez nous, la perspective de rendement sur des fonds de capitaux de risque en technologie, là, je ne te parle même pas de fonds d'infrastructure qui font des éoliennes puis du solaire, c'est 3,2 fois le retour. C'est quand même pas mal. C'est des IRR de 17, 18, 19, 20 %. Donc, mon signal, c'est que la vie est en train de changer sur cette question-là. La guerre en Ukraine, il y a eu une réorganisation de l'énergie, entre autres l'énergie propre. Et il y a, avec les nouvelles orientations du gouvernement américain sur le nouveau package fiscal, je vous le dis, ça se déploie à vitesse grand V, puis il va y avoir des rendements. Première chose. Deuxième chose, je sais que l'exclusion, c'est une pratique, puis je la comprends, mais en même temps, je considère qu'il y a une transformation du savoir-faire dans l'économie brune, on va l'appeler comme ça, vers l'économie verte qu'il faut prendre le temps de faire. Parce que j'ai vu tellement d'échecs. OK? On n'aime pas le pétrole, on va faire des nouvelles molécules vertes, mais on n'a pas d'ingénieurs du pétrole qui sont là pour nous aider. Bien, je peux vous dire une affaire, ça ne marche pas. Le transfert de l'expertise, ça se fait avec les travailleurs et les travailleuses qui ont cette expertise. Et ça, tant aussi longtemps que les gens vont être dans l'exclusion puis ne comprendront pas que les pétroliers, par exemple, pour prendre cet exemple-là, sont les gens qui connaissent le mieux les molécules. Les gens de l'industrie chimique aussi. Alors, dites-moi donc par quoi on va remplacer le pétrole? Bien, par des gens qui comprennent les molécules puis qui vont faire autrement. Mais en même temps, il faut mesurer le nouvel impact qu'on va avoir. Et ça, on a un petit peu raté le bateau, si vous vous souvenez bien, quand on s'est mis à faire des champs de maïs pour faire du biocarburant de première génération. On a enlevé la nourriture dans la bouche du monde. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, là, il faut vraiment réfléchir, puis pas exclure, mais monter la barre. Puis pour répondre à votre question, je pense que le paradigme, on vient de le passer. La question, c'est quoi l'accélération, puis c'est quoi la vitesse d'adoption par les grands investisseurs institutionnels, dont les fonds de pension. Vous avez dû vous poser la question de l'exclusion ou pas, puis de savoir... Bien, moi, je vais répondre à sa question en disant, c'est qu'on ne laisse pas de l'argent sur la table. C'est pas ça. C'est pas un sacrifice qu'on fait. On n'est plus rendu là. Là, ça évolue beaucoup. Donc, c'est une transition. Donc, si tu dis, admettons, bien là, moi, je m'enlève du pétrole. Là. Non, on ne s'enlèvera pas à 100 % parce que ces gens-là vont quand même continuer à extraire du pétrole. Les téléphones cellulaires, là, c'est fait de plastique, c'est à base de pétrole. Là, il y en a partout aujourd'hui. Il y en a partout, si tu regardes. Donc, il va toujours en avoir. Donc, si nous, on dit on va exclure ces gens-là à 100 % de nos régimes de retraite, de nos investissements, on n'aura plus d'impact à faire changer la façon dont on extrait de pétrole ou qu'ils n'extraient moins ou qu'ils trouvent des solutions un petit peu au niveau chimique pour remplacer les produits ou que ça soit moins polluant. Mais il faut qu'ils investissent. Oui, la pression qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'eux autres investissent dans leur propre transformation. Exactement. Tu sais, les profits des pétrolières, ça devrait aller à transitionner les pétrolières. Exactement. Entre autres. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Ça devrait être correct. Écoutez, ça fonctionne. C'est parfait. Puis, à vrai dire, l'avocate aussi vous dirait un peu ici qu'au-delà de la question, tous les facteurs pour l'intégration, puis évidemment, si on laisse de l'argent sur la table, comme vous l'avez dit, bien, ça nous expose aussi à des risques en tant qu'administrateur, parce qu'on ne rencontre pas nécessairement notre devoir fiduciaire premier, là, qui est d'offrir là, le meilleur risque, niveau risque-rendement, là, au niveau et payer des rentes à nos retraités. Fait que, mais si j'ai bien compris, au fond, puis c'est ce que je reçois aussi comme message à l'interne, c'est que c'est une fausse conception de penser maintenant qu'on laisse de l'argent sur la table uniquement parce qu'on intègre des facteurs ESG dans nos choix de décision. Mais évidemment, il y a des approches peut-être plus radicales que d'autres qui peuvent avoir certains impacts. Fait qu'il faut vraiment faire attention quand on est sur la ligne là, par rapport au devoir fiduciaire par rapport à ça. Puis en fait, je peux mettre une minute le chapeau de gestionnaire de portefeuille multiclasse d'actifs.
d'intégrer les facteurs ESG pour nos gestionnaires de portefeuille. Moi, je le vois, là, notamment, je prends par exemple en Action canadienne, c'est sûr, c'est beaucoup de travail supplémentaire. Tu vas intégrer des facteurs extra-financiers en plus de toute l'analyse que tu fais, mais ce que ça te permet de faire, c'est de mieux connaître les entreprises dans lesquelles tu investis et ça te permet de mieux projeter les revenus, mieux projeter les profits. Oui, les coûts aussi, parce que si tu investis, tu vas avoir un coût, mais tu vas avoir un retour sur ton investissement par la suite. Et ça permet justement d'identifier les entreprises qui vont aller chercher du rendement supplémentaire grâce à leurs meilleures pratiques, que ce soit avec les travailleurs ou que ce soit vis-à-vis de l'environnement et les défis climatiques. Donc, effectivement, la question maintenant du rendement sacrifié, pratiquement, en fait, elle va être inexistante si le mauvais choix a été fait ou s'il y a un moment dans le cycle économique qui défavorise une entreprise plus qu'une autre, mais elle n'est pas liée directement à l'intégration de ces facteurs-là. Puis il y a un ajustement aussi qui se fait. Il va y avoir des bons et des mauvais gestionnaires dans ce secteur-là, comme dans n'importe quel secteur. Merci beaucoup. Oui. De là à vraiment poser des questions ou à faire des bonnes recherches sur les gestionnaires qu'on engage puis à qui on fait nos placements. Ça c'est important. Là. Je parlais de collaboration tout à l'heure. C'est un bel exercice qu'on fait là, mais c'est quoi la meilleure collaboration disons, que vous pouvez faire du côté du régime de retraite pour s'assurer que ça va te donner quelque chose? Parce qu'ultimement, là, ce qu'on veut, c'est pas être meilleur qu'un autre, pas avoir un meilleur plan qu'un autre. On veut que ça donne des résultats. Comme je disais, on veut retarder les minutes qui passent le plus possible. Vous attendez à quel genre de collaboration avec que ce soit vos gestionnaires, vos consultants, les autres membres des comités de retraite? Je pense que déjà, tout de suite en partant, d'avoir une politique commune entre nos régimes de retraite, c'est bon. Tu sais, ça aurait pu être non, nous, on va faire nos choses avec notre régime, puis tout ça. Mais déjà, de mettre ça en commun, c'est bien. Donc, c'est déjà un bon point. L'autre affaire, c'est vraiment de collaborer puis d'aller voir les bonnes recherches puis de poser des questions aux gestionnaires. Tu sais, avant d'engager quelqu'un, il faut la connaître. Il faut savoir qu'est-ce que cette personne fait. Y a-t-il vraiment un bureau? Il y a des visites diligentes d'aller voir. C'est-tu un vrai gestionnaire? Il fait-tu vraiment ça? Il est-tu dans son sous-sol? Puis c'est le gars qui fait des investissements à chaque jour, tu sais. C'est vraiment ça, de se déplacer, d'aller voir des gestionnaires, d'avoir une confiance entre eux puis nous aussi, puis de se donner les outils pour justement arriver à nos fins puis aux réductions qu'on veut avoir au niveau du pourcentage d'émissions de carbone, tout ça. Parce que le danger qui est apparu avec ça, c'est le fameux greenwashing ou l'éco-blanchiment dont on a vu qu'il y a eu des amendes, des sanctions importantes qui ont été données aux États-Unis. Oui. J'imagine, André-Lise, parce qu'André-Lise, c'est la même chose. Tu parlais de L'Oréal tout à l'heure, tu as des comptes à rendre, évidemment, en tant qu'investisseur vis-à-vis ceux qui t'ont confié de l'argent, mais toi, tu demandes des comptes là, aux entreprises dans lesquelles tu investis. Comment on démystifie ou on distingue le vrai du faux? J'imagine que c'est assez direct et assez clair dans ton cas à toi, mais quand on est à plus haut niveau, on peut se faire prendre. Là. Oui, mais même à bas niveau, on peut se faire avoir. Moi, je pense pas qu'on ait... On a beaucoup la vertu, mais la seule façon, puis tu le dis très bien, c'est la proximité. La seule façon de savoir, c'est d'être proche. Puis c'est un concept qui est un petit peu vieillot d'une certaine manière, mais que moi j'aime beaucoup. C'est que souvent, dans tous nos processus accélérés, avec les électrons, nos transactions, on ne touche plus aux choses. Hein? L'altérité, l'autre, n'existe plus. Fait qu'on a un peu rendu comme des objets, beaucoup de choses qui, dans le fond, sont extrêmement fondamentales dans notre vie. Alors que ce soit notre revenu de retraite, comment on choisit notre auto, n'importe quoi. On a beaucoup objectivé les choses. Et moi, je trouve qu'il faut revenir, puis post-pandémie, je trouve ça encore plus criant, il faut revenir au contact de base. Est-ce que j'ai confiance à mon gestionnaire? Quand ça va mal, est-ce qu'il me le dit? Est-ce qu'il me le dit honnêtement? Puis moi, je dis toujours à l'équipe chez nous, je connais qu'une seule honnêteté, c'est l'honnêteté brutale. C'est celle de la vérité. Parce que toutes les autres formes d'honnêteté sont trop emballées. Puis là, je ne vois pas clair. Fait que la seule façon que vous pouvez voir ça, c'est d'être face aux gens. Et c'est vers ça qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut retourner doucement vers ça
Et là, on aura les vraies conversations. Puis, tu sais, puis j'ai quelques petits chiffres sur les changements climatiques que j'aimerais peut-être partager avec vous. Parce que je pense que la Terre n'est pas en danger. Hein? Il faut tout de suite comprendre ça. Moi, je suis géologue, là. La Terre est absolument pas en danger. Elle n'en a rien à foutre. Elle a passé des moments beaucoup plus tourmentés que ceux qu'on vit maintenant. Je veux juste vous dire que la hausse moyenne des températures entre 1850 puis aujourd'hui, c'est à peu près 1,1 %. Puis d'ici, je dirais, quelques années, on sera à 3,2. En 3,2, là, les grands courants océaniques ne marchent pas de la même manière. Le niveau de tornade est plus élevé. Ce qu'on appelle les rivières atmosphériques qui détruisent les champs. Il y en a beaucoup. En fait, les gens parlent de température, mais il faudrait plutôt parler d'événements violents. C'est de ça dont il faut parler. Fait qu'il faut arrêter de parler de rehaussement de la température. 1 degré, c'est pas trop grave, on va aller se baigner en Alaska. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ensuite, le pic d'émissions avec le rythme qu'on a aujourd'hui, c'est 2025. C'est pas vos petits-enfants, c'est même pas vos enfants, c'est vous. Et il faudrait réduire de 40 à 70... Le pic d'émissions de carbone dans le oui, dans là, on va... c'est 2025? 2025, le point de non-retour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme un cancer. Hein? Tu ne pognes pas le cancer du jour au lendemain. Il y a une petite métastase qui se dit, tu manges mal, tu prends un coup, tu ne dors pas, tu ne sais pas, puis ça grossit en dedans de toi. Mais on est un petit peu là-dedans. Alors, on va être au pic du cancer et du chamboulement climatique qui vont nous amener les événements violents en 2025. Je vous rappelle tous qu'on va tous être ici ou à peu près. Donc ça, c'est en train de se passer, puis ça va se passer sous vos yeux. Ça prendrait une baisse, donc ce qu'on appelle la sobriété énergétique, entre 40 et 70 % rapidement pour pas que ça arrive. Je vous annonce que ça n'arrivera pas. OK? Ça n'arrivera pas. Fait que là, il faut tout de suite se mettre en mode adaptation. Mais adaptation, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les pays riches? Bien, ça veut dire immigration. Parce qu'il y a 3,2 milliards de personnes à risque dans le monde à cause des changements climatiques. Puis j'évite les guerres, les régimes non démocratiques, totalitaires. Je ne vous parle même pas de ça. Je parle juste de la température qu'il fait. Puis le niveau de l'eau qui est en train de monter. Alors, si vous aimez la Floride, allez-y tout de suite, parce qu'il n'y en aura plus beaucoup de Floride bientôt. Alors, tout le delta du Mississippi va être inondé. Puis je vous dis ça... Avec un sourire? Avec le sourire. En fait, je suis la personne la plus pessimiste sur Terre quand je regarde les données, mais la plus optimiste dans l'action. Parce que je trouve que c'est la seule façon de réagir à ça, puis pas développer moi-même un cancer anxieux. Mais j'ai décidé de me retrousser les manches. Maintenant, le changement est en train de s'opérer, et moi, ça me rassure beaucoup. Les fonds de retraite, on est au début de quelque chose, c'est une vraie conversation. Le mot changement climatique a plus l'air d'un extraterrestre. Je pense qu'on a une chance. Mais il n'y a personne du top qui va décider qu'on va réussir. C'est vraiment... Tu sais, quand on dit une action collective mondiale, là, c'est pas juste en disant « je veux ça », c'est « je fais ça moi-même, je fais ça dans mon travail, je fais ça dans mon fonds de retraite, je fais ça comme job ». C'est les milliers de « je » qui vont permettre d'atterrir. Puis les grands patrons des grandes boîtes, ils sont dans la séduction, ça marche comme ça. Hein, vous voulez devenir le grand patron de L'Oréal, bien, il faut que vous proposiez quelque chose à vos clientes qui font du sens. Puis j'ai eu une belle conversation avec lui. Une vraie raison de leur changement sur l'innovation circulaire, c'est que les clients n'en veulent plus des pots de plastique qu'elles jettent. Ils n'en veulent plus des crèmes du pétrole. Alors, le monde de la consommation est en train de dicter ce qui va se passer. Et les consommateurs, les consommatrices, c'est nous. Fait que moi, je vous ramène à ça. Ouais. Puis ça, c'est une petite religion qui se pratique tous les jours facilement à l'épicerie avec nos enfants, dans nos cadeaux de Noël, dans notre job. Puis quand on a plus de pouvoir, bien, on l'exerce avec cette pensée-là. Donc, on passe à l'action. Chaque geste compte. Et Yvan, quand on veut passer à l'action comme membre de comité de retraite, là, je reviens avec nos membres de comité de retraite qui sont probablement avancés à différents niveaux. Là, vraiment, ce n'est pas encore uniforme du tout. C'est quoi le premier geste qu'on pose comme membre de comité de retraite? Il faut commencer par se poser des questions si on veut faire de quoi ou si on ne fait rien.
Dans le cas qui est là, si on ne fait rien, ben C'est on trop va- tard. ben, il est trop tard, puis on risque d'avoir des répercussions sur nos régimes de retraite, les rendements, tout ça. Si on ne prend pas le bateau comme les autres, à quelque part, oui, on va en lâcher de l'argent sur la table. Parce que les autres, la société va faire changer les investissements, tout ça. Puis comme elle dit, c'est en collectif, là. Il faut le faire. Mais si on ne veut pas le faire, on va manquer le bateau, puis on risque de mettre en péril nos régimes de retraite parce que le changement de mentalité d'investissement, c'est justement pour sauver la planète au niveau du climat qui est en sauver train de les changer. humains. Moi, Sauver les humains, parce même que pas la planète. Parce que je veux dire, la planète, c'est les gens qui vivent sur la planète. C'est nous autres qui vont avoir l'impact. Hein. Oui. Mais moi, ma question pour toi, c'est, oui. parce que je me suis fait poser par des clients qui ont peur de l'inclure quelque chose d'assez ferme, pas trop restrictif, mais d'inclure une phrase ferme en direction de l'investissement responsable dans les politiques de placement, de peur que si éventuellement, on a entendu l'impact du rendement, qu'il y a un impact négatif, je vais être responsable de ça. Tu réponds quoi à ça? Oui, mais il faut faire de quoi? De toute façon, tu vas être responsable si tu n'investis pas non plus là-dedans. C'est ça que je dis, il va y avoir un impact négatif à quelque part. Tu prends un choix. Si tu le fais, tu vas avoir un impact. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir un autre impact. De toute façon, il va se faire dire par ses membres, qu'est-ce que vous faites? On entend parler de tout ça, il se passe des choses sur la planète, les vents sont plus forts, les marées vont monter, ben, la Floride va disparaître. Ben, là, c'est une autre affaire, la ville de Montréal aussi, d'après moi, c'est une île. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qu'il faut quand même, un début, se poser la question, puis écouter aussi nos membres, parce que nos membres, ils suivent l'actualité, ils le savent, puis on se fait dire que c'est important, il n'est plus minuit 1, minuit 10, là, ben les gens le savent, puis ils vont mettre la pression. Là, ils vont poser des questions, pourquoi vous ne le faites pas? Il est mieux d'avoir une bonne réponse à quelque part. Mais il faut commencer à quelque part. Tu ne peux pas rester là et dire « je fais rien », là, socialement. Là. Puis est-ce que l'avocate peut nous rassurer? Est-ce qu'on peut se faire reprocher d'avoir essayé de trop bien agir en matière d'investissement responsable? Bien, je ne penserais pas, parce que dans les faits, là, c'est pas mal clair que ne pas en tenir compte peut aussi avoir des impacts négatifs au niveau des rendements. Fait que donc, on est à une étape où c'est clairement comme important d'en tenir compte. Parce que si on n'en tient pas compte, puis ça a des impacts financiers moyen, long terme, parce que là, j'ai appris que la Floride disparaîtrait et d'autres choses, mais on comprend tous que... Il y a des très bons vidéos de simulation c'est qui ça, fait c'est qu'il comme je le me dis, OK, comme... Je suis pas sûre que je vais aller regarder ça, je vais peut-être devenir pessimiste moi-même, mais ce que je comprends vraiment, c'est ça. C'est sûr que je pense que c'est encore un peu... Il y a encore beaucoup de comités qui vont être réfractaires à l'écrire de façon aussi claire, mais je pense que quand c'est justifié, qu'on est capable de démontrer qu'il y a une analyse qui est faite derrière ça, puis qu'on gagne économiquement aussi à le faire, bien, les risques de se faire taper sur les doigts, comme on dit, sont beaucoup moindres. Là. Il y a une question, puis je pense qu'après, il va falloir conclure comme on est... Oui. Merci beaucoup. Patrick Rondeau, je suis conseiller syndical en environnement et transition juste à la FTQ, donc je ne suis pas des plus optimistes non plus dans ce dossier-là. Tu as raison, André-Lise, quand tu dis que l'aiguille bouge sur les trajectoires de réchauffement climatique, de décarbonation, de changement d'habitude, de consommation, etc. Le problème, c'est qu'elle ne bouge pas assez vite. Et le problème, c'est qu'elle est prise dans un cruncher en ce moment. Si on se ramène à 2015, les trajectoires de réchauffement étaient à 6 degrés. Maintenant, ils sont environ à 2,7. Mais ils ne bougent plus. Et ils ne bougent plus essentiellement pour deux raisons. Parce que les efforts qui sont à faire en ce moment sont difficiles, demandent des changements de paradigme économique, entre autres. Et l'autre, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Tu en as parlé tantôt, effectivement, si on regarde le gouvernement du Québec, il y a un gros sac de carottes, mais il n'y a aucun bâton à des kilomètres à l'heure. Et il y a une limite au volontariat des entreprises, des investisseurs, etc. Donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Parce qu'on a l'impression d'avoir un dialogue de sourds entre le monde de la finance, qui cherche des outils de régulation essentiellement auto-régulés, sans trop de législation, pour atteindre leur objectif. Et d'un autre côté, des groupes de pression comme la FTQ ou autres, qui demandent au contraire un cadre législatif beaucoup plus important et qui a beaucoup plus dedans. À Québec, on ne le voit pas du tout et il n'y a aucune lueur d'espoir à l'horizon. Au fédéral, on commence un peu à le voir, mais il s'embourbe entre le Québec, l'Ontario et l'Alberta, qui sont des mondes complètement différents. Donc, comment on fait le pont entre ces deux grandes solitudes-là pour qu'on puisse passer à une étape supplémentaire et avoir un effet levier de pression conjointement entre les acteurs de la finance et les groupes de pression comme les nôtres? André? Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le constat, dans le sens où il y a la régulation est la clé.
le travail, tu sais, retournons dans le passé, le travail des enfants a été aboli dans certaines législations parce qu'il y a eu des législations claires. Moi, ici, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que la législation, moi, j'aime beaucoup les législations crépusculaires où on peut rediscuter. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans? Est-ce qu'on doit mettre les choses à jour? Puis comme c'est un domaine qui va évoluer rapidement, je pense que le législateur est important. Puis je pense que l'Amérique doit quand même s'inspirer de ce qui se fait en Europe. Je ne dirais pas ça pour toutes. Hein? Je ne suis pas pro-européenne à tout craint, mais dans le cas de l'ESG, les pratiques européennes sont plus sérieuses. Puis le shérif en ville, il est plus sérieux un petit peu. Mon intuition, c'est que la SEC américaine va le faire. Le Canada, je ne sais pas trop encore. L'Autorité des marchés financiers au Québec, je ne sais pas trop encore. Il y a sûrement des choses qui se préparent. Mais moi, je suis très volontaire que le régulateur indique la direction. Puis la régulation claire, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour n'importe qui, pour un financier, ça donne de la perspective sur le futur. C'est très difficile de développer quand tu ne contrôles pas l'avenir. Une fois que tu as une perspective sur le futur, tu deviens un meilleur agent de développement dans la société. Donc, moi, je suis tout à fait en accord. Puis, continuez de faire vos pressions à FTQ. Je pense que vous vous poussez sur le bon piton qui est la régulation. Mario? Mario Ruel, CFP 3333. Je m'excuse, ça va être la dernière question. Parce que je fatigue pour les panélistes après. Investissement responsable, j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas rien oublier. Là. Est-ce que vous avez des trucs pour les petits régimes? Parce que quand on parle d'investissement, on parle de gros régimes et le temps que ça prend pour ça. Avez-vous des petits régimes genre 100 millions et moins? Quel temps qu'on doit allouer au ESG? Exemple, faire des filtres, faire ces choses-là quand on est un petit régime. Puis ma deuxième affaire, c'est de poser des questions. Pour nous autres qui commencent, c'est intimidant quand on rencontre un gestionnaire. OK? Est-ce qu'on doit mettre de la pression vis-à-vis de l'FTQ à prendre plus de temps de lecture, de compréhension? Parce que le jeu là-dedans, de poser des questions, c'est qu'il faut que tu comprennes les questions que tu poses. C'est pour toi. Yvan, tu veux, et puis peut-être Sonia aussi. Bien d'accord, bonne question, Mario. Chance que je te connais. Les petits régimes, c'est toujours un problème. Ça, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses que nous autres, les mêmes outils, tout ça. Mais il faut que tu commences à quelque part. Donc, il faut que tu prennes l'information. Il faut que tes gestionnaires que tu engages, comme je te dis, il faut que tu regardes ça. Il faut que tu suives ça. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros régimes, mais tu peux aussi parler avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis par où ils ont commencé. Tu sais, je disais tantôt aussi, c'est vrai, tu posais la question, comment on peut commencer? Bien, à quelque part, tu sais, il va y avoir une législation un jour. Est-ce qu'il faut attendre la législation à chaque fois? Tu sais, syndicalement, d'habitude, on n'attend pas, on est proactif. Donc, il faut continuer de même, soit avec la FTQ ou parler avec les conseillers. Les conseillers sont là aussi, là, soit au SCFP, tout ça. Mais il faut faire de quoi? Tu sais, comme petit régime, tu prends un risque aussi de faire rien, là. Parce que si, au niveau des compagnies, des gestionnaires auxquels tu investis, si tout le monde s'en va vers le ESG, puis toi, tu restes pogné là-dedans, il va falloir que tu fasses de quoi, là? Tu mets à risque ton régime. Donc, il faut que tu commences par la première chose, te poser des questions, qu'est-ce que je peux faire? Au moins au niveau des petits régimes, ou peut-être se regrouper, à aller chercher un organisme qui pourrait réintégrer tous ces gens-là, où les autres régimes pourraient les aider. Tu sais, on avait parlé d'un fonds commun avec la FTQ, une espèce de fiducie globale. Bon, ça n'a pas levé encore. Peut-être qu'un jour, ça va avancer, mais je pense que Marie-Josée est encore là-dessus. Moi, j'étais d'accord aussi avec ça. Parce qu'on aurait été chercher les petits régimes, les petites sections locales qui ont des régimes de retraite qui ne sont pas aussi gros que le mien, qui est à 740 millions. Moi, j'aurais parti mon 740 millions, je le ramenais avec vous autres pour, justement, syndicalement, c'est d'aider tout le monde, pour que tout le monde puisse participer à cette transition-là au niveau climatique et au niveau ESG. Mais, tu sais, pour l'instant, c'est à nous autres aussi à se poser la question, comme grande caisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas juste te laisser là dans le coin et dire, ben, arrange-toi tout seul. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut syndicalement aussi se poser la question, d'aider nos pairs, tout ça, puis créer des choses comme ça, parce qu'on va avoir tout le même but là, syndicalement aussi. Là. On sait ce qu'on veut, on a les mêmes principes, on a les mêmes valeurs,
Donc, peut-être qu'il faudrait regarder vers ce côté-là, d'avoir un regroupement ou une fiducie d'investissement qui fait qu'on aurait des politiques qui sont plus adéquates pour nous autres. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a des législations au niveau des villes, il y a bien des choses au niveau du droit qu'il faut regarder pour faire ça, mais je pense que ce serait une chose qu'il faudrait faire. Mais il faut bouger syndicalement pour faire de quoi. Pas laisser les sections locales puis les petits régimes tout seuls dans un coin comme ça, même dans le privé aussi, là. Essayer d'aider ces gens-là à ce qu'ils puissent participer aussi à la transition. As-tu un mot de la fin? Oui, Sonia? je vais essayer de faire ça court, à vrai dire, parce que, à vrai dire, ce que je comprends, c'est que beaucoup les législations, puis je suis assez d'accord aussi que ça va. Je pense que ça va évoluer. À vrai dire, on a vu la ligne directrice, au fond, au niveau de l'accord qui a été émise, mais c'est beaucoup aussi en lien avec ce qui avait été fait en Ontario. J'avais dit que la législation avait changé en Ontario pour ce qui était de la question de la divulgation en 2016. Fait que clairement, ça a évolué. On comprend que c'est intimidant pour les petits régimes, là, je comprends. Puis c'est autant une question de rapport risque-rendement aussi, dans votre cas, au niveau du devoir fiduciaire, c'est-à-dire, bien, on n'a peut-être pas nécessairement les ressources, on n'a peut-être pas énormément, je ne peux pas mettre 100 de mon temps ou 100 de mes efforts dans la question de l'intégration des facteurs ESG. Fait que donc, suivre des formations comme aujourd'hui, poser les bonnes questions aussi, puis se faire aider, là, je crois, de gens qui sont dans l'industrie, qui vont vous aider à formuler vos questions aussi et à bien mettre ça en perspective. Puis évidemment, ça a été mentionné aussi, là, la question des fiducies globales. Là. On en voit, à vrai dire, c'est compliqué à mettre en place là, au niveau législatif, mais évidemment, ça permet à des petits joueurs de se regrouper ensemble avec des intérêts communs, puis avoir une plus grosse force de frappe, là, je vous dirais, au niveau de comment on décide, puis les niveaux d'investissement qu'on peut mettre. Fait qu'évidemment, c'est probablement une voie de l'avenir, là, je crois aussi, là, au niveau des placements. Merci. Là-dessus, merci Sonia Mascotte, André-Lise Méthode et Yvan Pépin. Merci pour cet entretien et on va laisser tout de suite la place à finalement Marc-Josée. Alors, merci à vous quatre. Merci beaucoup, André-Lise, Yvan, Sophie, Sonia, pour cette excellente contribution.